Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroum, en direct du 102.3 FM. Bon matin, chères auditrices, chers auditeurs. Plaisir de vous retrouver ce mercredi 17 février 2021. Au programme, nous allons parler de la rentrée parlementaire vue par le Parti québécois, l'Observatoire Famille et Immigration, et nous continuons notre discussion sur le mois de l'histoire des Noirs. Et bien sûr, nous traitons un enjeu majeur ici à Montréal et ailleurs, celui de l'habitation. Alors, de retour à l'émission, comme promis, on parlera d'un enjeu majeur, celui de l'habitation. Comment la ville gère ce dossier et puis les actions entreprises. Pour en parler, j'ai avec moi M. Robert Baudry, conseiller de ville du district Saint-Jean, membre du comité exécutif responsable de l'habitation de la stratégie immobilière des Grands Parcs et Parcs Jean-Drapeau. M. Baudry, bon matin. Bon matin. Alors, en fait, ma première question, à chaque fois qu'on parle de logement, de l'habitation, on l'associe à une crise. Peut-être avant de parler des actions, j'aimerais savoir pourquoi on est rendu là, à ce point-là, de l'associer à une crise. En fait, il y a plusieurs raisons. Là. La problématique, c'est que quand les gens déménagent, ils n'arrivent pas à trouver un logement là, en fonction de leurs revenus. Et c'est récurrent à Montréal d'année en année, là, depuis surtout les dernières années, avec un gros resserrement du marché locatif qui fait en sorte que le nombre d'appartements disponibles n'est pas assez grand là, pour répondre à la demande là, des ménages montréalais. Vous avez vu dernièrement, il y avait les données de la SCHL qui nous disaient, bon, il y a eu une certaine hausse du taux d'inoccupation, donc un petit peu plus de logements sur le marché, mais le problème, c'est que là, on est dans une crise de l'abordabilité. Parce que malgré le fait qu'on a un peu plus de logements disponibles, c'est surtout des logements qui sont très chers, qui ne permettent pas aux ménages de payer un prix adéquat en fonction de leurs revenus, qui leur permet d'avoir une qualité de vie. Pourquoi c'est arrivé? Il y a différentes raisons. Hein. La plupart des dernières constructions à Montréal dans le locatif ont été faites au centre-ville. 40% de toutes les constructions ont été faites au centre-ville. Donc, c'est souvent des loyers beaucoup plus chers. Hein. On parle là, de loyers qui tournent autour de 1400 pour un 3,5 en moyenne. Il y a eu beaucoup de conversions aussi du parc locatif en copropriété divise. Donc ça enlève des appartements du marché locatif aussi. On peut parler aussi des enjeux de rénoviction, oui. Airbnb, acheteurs spéculateurs, le fait que l'augmentation des loyers a été plus rapide que les revenus des ménages. Hein. On parle de 45% d'augmentation en 5 ans, près de 100% dans certains secteurs du centre-ville. Et sinon, clairement, il y a eu un manque de planification dans les dernières années pour s'assurer une mixité, assurer qu'il y ait de la construction de logements sociaux, la construction de logements abordables. Donc, c'est à ça que nous attaquons et que nous tentons de remédier pour un peu changer le balancier. Est-ce que la nouvelle monture de règlement pour une métropole mixte sera la solution? Et la solution? Ça va être une des solutions. C'est comme on dit tout d'abord, là, c'est jamais la panacée. Hein. Je veux dire, pour qu'un règlement comme celui-là apporte ses fruits, ça prend quand même quelques années parce qu'il va suivre le rythme du développement immobilier à Montréal. Ce qu'il va faire, le règlement pour une métropole mixte, c'est qu'à chaque fois qu'il va y avoir de la construction sur le territoire de Montréal, on va s'assurer qu'il y ait des retombées sociales, ce qui n'était pas le cas avant. Parce qu'avant, on avait une stratégie d'inclusion qui faisait en sorte que seuls les projets qui dérogeaient au niveau des hauteurs, des densités, quand il y avait une négociation qui était souvent très âpre avec les élus, on pouvait espérer peut-être recevoir des retombées sociales en logement abordable ou en logements sociaux. Là, avec le règlement, c'est systématique. À chaque fois, soit qu'on contribue à un fonds dans lequel on va pouvoir investir de l'argent pour acquérir des terrains en vue de développer du logement social ou d'y construire du logement abordable, ou soit qu'on va construire sur les sites du logement social, du logement abordable, mais aussi des logements
familles, donc des logements de grande dimension, parce que ce besoin-là est très présent à Montréal. Et je dis que c'est un outil parmi tant d'autres, parce que si on se basait que là-dessus, ça ne nous permettrait pas d'atteindre les objectifs d'avoir un équilibre au niveau de la mixité, c'est-à-dire d'avoir vraiment là une meilleure résilience comme ville. Donc, il faut continuer, c'est ce qu'on a fait, en mettant en place des outils qui permettent à certains ménages d'avoir accès à la propriété. Par exemple, on a notre programme pour l'accession à la propriété, le programme PAR, qui marche à plein régime. Là. C'est 3500 demandes là, qui ont été faites de ménages qui ne pouvaient pas accéder à la propriété qui l'ont fait. Donc, c'est 5 fois plus que l'ancien programme. Il faut continuer à acheter des terrains avec le nouveau droit de préemption qu'on a mis en place pour l'achat de terrains en vue d'y construire du logement social. Il faut que les gouvernements aussi du Québec continuent à investir, chose qui n'a pas été faite dans les 2 dernières années, dans la construction de logements sociaux. On met en place des outils aussi, des fonds innovants pour développer des nouvelles façons de créer du logement. On l'a vu avec, par exemple, les unités étudiantes. Hein, c'est un besoin qui est à Montréal, donc on a financé des projets comme l'Utile, justement pour répondre aux besoins de cette clientèle-là. Donc, il faut arriver avec une multitude d'outils. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroum, en direct du 102.3 FM. On reprend, désolé, il y a des travaux dans le coin à côté de la radio, alors on a perdu Monsieur Baudry. Désolé, Monsieur Baudry, pour les inconvénients. Vous disiez, vous avez parlé de rénovation. En fait, j'aimerais savoir si la ville a une stratégie pour lutter contre la rénovation et surtout et aussi la gentrification. Oui, absolument. En fait, ça, c'est un enjeu qui est majeur. On le sait que les stratégies souvent de rénovation peuvent être douteuses. Donc, effectivement, là, les différents quartiers de la ville de Montréal, surtout les quartiers centraux qui sont les plus touchés par les enjeux de rénovation, ont mis en place là, des mesures assez costaudes pour limiter les évictions là, en cas là, de fusion, en cas de subdivision ou division d'appartements. Donc, on a mis en place plusieurs mesures qui permettent justement d'éviter là, qu'on évince des locataires ou ce que les permis ne seraient pas automatiquement là, octroyés. Il y aurait des vérifications diligentes qui seraient faites. Par contre, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au niveau de tous les enjeux d'éviction de locataires, c'est en lien avec le tribunal administratif du Québec. Hein. Donc, c'est une responsabilité qui est partagée et au niveau de Québec, il y a une responsabilité aussi de s'assurer que les droits des locataires soient respectés. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que si les locataires jugent que leurs droits ne sont pas respectés, qu'il y a de l'abus de la part du propriétaire qui peut être victime de rénoviction, par exemple, je les invite fortement à aller s'informer auprès de leur comité logement local. Chaque quartier en a un. C'est des sources d'informations complètes parce que les locataires ont des droits. Ils doivent avoir le droit de se défendre là, en cas d'abus. Vous avez aussi parlé de la gestion d'acquisition des terrains. Est-ce qu'il y a une stratégie spécifique pour acquérir plus de terrains, surtout que présentement on vit une spéculation immobilière assez grande quand même? Ben, vous avez tout à fait raison. Hein. Ce qu'on n'achète pas aujourd'hui va nous coûter plus cher demain. Chaque terrain qu'on achète maintenant, c'est une économie sur l'avenir parce qu'on sait que la valeur des terrains augmente d'année en année. Et c'est pour ça qu'on a été très, très audacieux. On a mis dans notre dernier plan décennal d'investissement des sommes considérables pour acheter des terrains. En fait, c'est 10 fois plus que ce qui était prévu précédemment dans les budgets là, des administrations précédentes. On parle de 107 millions de dollars qui seront investis dans l'acquisition de terrains. Mais pour acquérir des terrains, il faut les acheter aussi au bon prix. Hein. On veut s'assurer que quand on achète un terrain, on en est pour notre argent parce que ce sont des deniers publics. Donc, l'objectif, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis un droit de préemption sur de nombreux terrains, là, près de 300 terrains sur l'île de Montréal. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ces terrains-là ne sont pas toujours nécessairement en vente, mais le jour où ils seront vendus, ça sera signifié directement à la Ville de Montréal, qui pourra, à ce moment-là, se situer à l'acheteur et acheter le terrain pour le même prix. Donc,
généralement, il y avait une habitude que quand la ville approchait un acheteur, disait, bon, ben, c'est la ville, on va négocier à la plus haute valeur possible. Et bien là, non. En fait, ils négocient avec un acheteur potentiel X, Y, Z. Et ensuite, la ville, ben, se donne le droit de prendre la place de cet acheteur-là, de payer le juste prix qui a été négocié avec les conditions, ce qui nous permet de faire une analyse et de s'assurer que pour chaque dollar investi, il y aura une retombée sociale pour les citoyens de Montréal. Une dernière question brièvement, si possible. Pourquoi des villes comme Montréal assument le fardeau de la crise du logement au lieu de demander, par exemple, à Québec d'adopter une politique nationale d'habitation? En fait, l'habitation est une responsabilité qui est partagée entre les trois paliers de gouvernement. Il y a Montréal, il y a Québec et il y a le fédéral aussi. Il y a des politiques d'investissement, de logement au niveau fédéral et au niveau provincial. Au niveau, effectivement, de la crise du logement, Montréal joue un grand rôle sur toute l'opérationnalisation. Vous l'avez vu l'année dernière, oui. Là, on a mis en place des mesures d'hébergement. On a mis en place des mesures d'entreposage aussi. On a soutenu les ménages et on va continuer à les soutenir dans la recherche de logement avec l'OMH. Mais ça, c'est aussi en partenariat avec le gouvernement du Québec. Il y a des investissements qui viennent de Québec. Ce qu'on dit, par contre, c'est que les investissements ne sont pas à la mesure de la crise actuellement. On le voit là, juste dans le domaine du logement social. Ça fait 2 ans que le gouvernement n'a pas investi de nouvelles sommes pour des nouvelles unités de logements sociaux. Et là, ça presse parce qu'il y a du retard dans le développement. Alors, ce qu'on demande au gouvernement du Québec, c'est plutôt que de faire une politique, c'est de mettre plus d'argent et que plus d'argent descende dans les villes pour qu'on puisse justement opérationnaliser l'offre de logement, l'offre en soutien, qu'on ait vraiment là, une espèce de cercle vertueux au niveau du soutien aux ménages montréalais pour s'assurer là, qu'on ait une plus grande résilience, surtout à l'époque actuelle où on demande aux gens de se confiner, être mal logé prend encore plus de sens. Donc, le besoin d'être bien logé prend tout son sens à ce moment-là. Donc, nous, on veut travailler avec nos partenaires, mais on a besoin de financement adéquat. Robert Baudry, conseiller de ville, membre du comité exécutif responsable de l'habitation. Monsieur Baudry, bonjour et au plaisir. Merci, au revoir. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroum, en direct du 102.3 FM. De retour à l'émission, cette fois on va parler d'un nouveau centre ou institut qui travaille sur la question de l'immigration. Il s'agit de l'Observatoire Famille Immigration et j'ai le plaisir de recevoir la coordinatrice Adina Anguranou. Adina, bonjour. Oui, bon matin. Alors, peut-être avant de parler de qu'est-ce que vous faites au centre, j'aimerais ça peut-être présenter la mission et les objectifs de l'Observatoire. Oui, bien sûr. L'Observatoire Famille Immigration est une structure qui appartient à Access, qui fait partie de l'Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les services sociaux. Et c'est une structure qui est unique au Québec, qui souhaite favoriser la mise en place de conditions de réussite pour la pleine inclusion des familles immigrantes dans une société d'accueil en pleine mutation. Et l'Observatoire, vraiment, il est né suite à un symposium qu'Access avait organisé à l'automne 2019, qui s'intitulait « Entre le rêve et la réalité, vers l'avenir de l'inclusion des familles migrantes ». Alors, ce symposium a joui de beaucoup de succès. Il y a eu des professionnels de tous les milieux qui sont venus écouter un petit peu les enjeux touchant les familles migrantes. Et c'est suite à ce symposium qu'on voulait continuer les réflexions, continuer le travail. Alors, c'est suite vraiment au symposium que l'Observatoire a commencé à prendre naissance. On connaît que dans le milieu aussi, il y a pas mal d'organismes qui travaillent ou qui œuvrent auprès des personnes issues de l'immigration. Il y a des centres aussi. Quelle est la nécessité et la valeur ajoutée d'un tel observatoire? Bien, l'Observatoire, c'est sûr qu'il effectue une veille pour voir un petit peu quels sont les enjeux touchant les familles immigrantes. C'est sûr qu'il y a des enjeux particuliers, donc on veut vraiment adresser ces enjeux-là. On veut également être une courroie de transmission, créer des ponts avec les organisations de la société d'accueil. On trouve que c'est important aussi qu'on travaille ensemble main dans la main parce que les familles immigrantes, premièrement, elles sont des familles.
premièrement, donc il faut aussi voir quels sont les enjeux communs entre ces familles-là et les familles québécoises. Donc, l'Observatoire travaille un comité de pilotage qui comporte plusieurs personnes de plusieurs milieux, notamment la Confédération des organismes familiaux du Québec et le réseau pour une Québec famille. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on veut créer des ponts, on veut créer des courroies d'information et aussi faire des études par rapport à différents enjeux qui touchent les familles immigrantes. Alors, les retombées seront quoi? Les recommandations vous allez faire pour les partenaires des ministères ou pour soutenir la recherche? Ça peut donner lieu à des recommandations au niveau des ministères concernés, mais on veut vraiment explorer des pistes d'intervention concertées pour agir sur les facteurs de fragilisation qui peuvent affecter les familles issues de l'immigration, reconnaître et analyser les changements sociétaux qui touchent la société d'accueil, bien sûr, à cause du changement de démographie. Bien sûr, il y a des personnes immigrantes, donc toute la démographie de la société change, donc on veut adresser ces éléments-là. Et enfin, on veut favoriser la mise en place de conditions de réussite de l'inclusion des familles immigrantes dans la collectivité, ainsi que l'accès aux services publics communautaires et privés. Oui, on arrivera à cette question d'inclusion, mais avant... est-ce qu'il y a des travaux en cours? Qui seront peut-être les priorités de l'Observatoire? Bien sûr, l'Observatoire entame présentement la deuxième année d'existence. Lors de la première année, c'était une année quand même importante parce que l'Observatoire venait de naître. On a mis en place le comité de pilotage afin de nous donner un petit peu des pistes par rapport aux travaux. Et on a travaillé beaucoup au niveau de la COVID-19, tenant compte de la réalité des familles qui était tout à fait nouvelle et il y avait beaucoup d'éléments à travailler là-dessus. Dans cette deuxième année, bien sûr qu'on travaille sur certains éléments, notamment présentement, nous avons un stagiaire de l'École de santé publique de l'Université de Montréal qui travaille sur le sentiment d'appartenance des jeunes en lien avec le statut socio-économique des parents. Donc ça, ce sont des travaux en cours. Et on contribue, on collabore avec l'Institut de statistique du Québec pour une étude longitudinale sur les familles québécoises. Donc, on contribue avec eux, notamment pour faciliter le recrutement et la compréhension même de cette étude-là au niveau des familles immigrantes. Et nous sommes en train de diffuser un questionnaire pour vraiment voir nos membres, les membres d'Access et bien sûr les membres du comité de pilotage, quelles seraient les priorités principales? Nous avons eu une rencontre dernièrement, donc on a vu vraiment que les questions relatives à la santé mentale étaient prioritaires, les questions relatives à la discrimination et au racisme également. Donc on veut vraiment cadrer ça un petit peu pour voir quels sont les travaux prioritaires sur lesquels l'Observatoire devrait se pencher lors de cette deuxième année. Le ministère de la Famille a présenté récemment des résultats d'analyse des statistiques sur les familles immigrantes au Québec. Quelles sont selon vous les conclusions de cette analyse? Bien, c'est sûr que cette analyse aide beaucoup à mettre des chiffres sur des enjeux particuliers. Donc, les chiffres parlent beaucoup. Les chiffres permettent de voir qu'il y a quand même des disparités entre les familles immigrantes et les familles natives, notamment au niveau des conditions de logement, notamment au niveau du revenu, du travail. Donc, ce sont des problèmes qu'on connaît depuis longtemps, mais à mettre des chiffres dessus, ça permet vraiment de voir que quand même, oui, il y a des différences. Et oui, les conditions de logement, les conditions de vie sont inférieures par rapport aux personnes immigrantes versus les familles natives. Donc, ça permet de mettre des chiffres sur des réalités qu'on connaît déjà et interpeller les instances par rapport à ces enjeux-là. Et ça nous donne à nous, l'Observatoire, des idées de travaux à entamer puis de collaboration à faire. Je rappelle que ces statistiques se sont basées sur le recensement de Canada 2016. Pensez-vous avec la pandémie et son impact sur des familles en difficulté que les personnes issues de l'immigration ils vont avoir plus en plus de problèmes au niveau socio-économique?
Bien sûr que la pandémie n'aide personne, puis nous sommes très sensibilisés à Access, puis bien sûr au niveau de l'Observatoire. C'est pour ça que l'Observatoire, pendant les mois de l'hiver 2020, a participé à énormément d'actions et de comités visant à informer les personnes immigrantes, à les aider, à les soutenir dans ces épreuves-là. Parce qu'il faut se rappeler qu'au printemps, les aînés ne sortaient pas, donc ils étaient totalement dépendants des banques alimentaires pour se nourrir. Alors, il y avait beaucoup de concertations à faire. Alors, l'Observatoire a été quand même un pilier par rapport à ces éléments-là. Mais oui, effectivement, la pandémie touche beaucoup de secteurs au niveau des services où il y a beaucoup de personnes immigrantes, au niveau des restaurants, au niveau des services de première ligne. Donc, oui, c'est quelque chose qui touche d'emblée plutôt les familles vulnérables, comme toute crise. C'est certain que une crise comme celle que nous connaissons présentement touche les familles immigrantes peut-être encore plus qu'une famille mieux nantie, étant donné le travail. Il y a des personnes qui travaillent dans des milieux qui les exposent souvent au virus, donc quand même il y a là plus de chances de tomber malade, mais il y a également les milieux qui sont récemment fermés, donc depuis des mois. Alors c'est sûr que ça touche énormément l'économie et ça touche énormément les familles migrantes qui sont plus vulnérables. Adina Anguriano, coordonnatrice de l'Observatoire Famille et Migration, merci, au plaisir. Au plaisir, merci beaucoup de m'avoir invité. Au plaisir. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroum, en direct du 102.3 FM. De retour à l'émission, après avoir rencontré le chef de Parti québécois la semaine dernière dans le cadre de président de la Ligue des Noirs du Québec, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Max Stanley Bazin, le président de la Ligue des Noirs du Québec. M. Bazin, bonjour. Bonjour à vous, c'est un plaisir de participer à votre émission aujourd'hui. Plaisir pour nous. Peut-être avant de parler de l'histoire, du mois de l'histoire des Noirs, pouvez-vous nous présenter la mission de la Ligue des Noirs du Québec? Écoutez, on est une organisation à but non lucratif. On fait des interventions au niveau social, c'est-à-dire on dénonce lorsque des choses apparaissent dans notre société qui sont justement inacceptables. On dénonce entre autres et principalement les inégalités sociales et tout particulièrement le profilage racial et social, et donc on est contre le racisme systémique. Quand on juge nécessaire, on fait des interventions publiques et on fait également ce qu'on appelle des actions. Donc ça arrive, mais pour vous donner un exemple, on a poursuivi la ville de Montréal pour le profilage racial commis par des agents du SPVM. C'était une première dans toute l'histoire du Québec. D'accord. Alors, en retournant peut-être en ce qui concerne la célébration du mois de l'histoire des Noirs, qu'est-ce qu'il représente pour vous et la Ligue des Noirs du Québec? Écoutez, moi je vous dirais que le mois de l'histoire des Noirs, c'est surtout une occasion de célébrer, de se souvenir. Se souvenir de la traite négrière, à savoir du traitement qui était réservé aux Noirs il y a déjà de cela plusieurs centaines d'années. Écoutez, les Noirs ont été justement arrachés, déportés de leurs terres d'Afrique et présentement, on est la descendance justement de la plupart de ces Noirs-là et on est minoritaire au Canada et dans d'autres endroits du monde. Le mois de l'histoire des Noirs, c'est également l'occasion de célébrer, c'est-à-dire de se rappeler de l'importance de la communauté noire pour le Canada. Avant même que le Canada soit le pays qu'il est présentement, qui s'appelle le Canada, la communauté noire était présente, active et dans la plupart des secteurs justement importants. Et elle a agi. Et ça, c'est pas quelque chose que c'est le président de la Ligue des Noirs qui vient vous dire. C'est reconnu officiellement par le site Patrimoine Canada. OK. Cette année, le thème pour le mois de l'histoire des Noirs est « L'avenir, c'est maintenant ». Depuis le mouvement Black Lives Matter,
Pensez-vous que les actions effectuées par les 3 paliers de gouvernement ont démontré la volonté pour lutter concrètement contre le racisme? Écoutez, il y a volonté et volonté. Pour moi, quand on fait des annonces politiques et que les annonces politiques ne sont pas nécessairement suivies de montants d'argent conséquents à la clé, à ce moment-là, on peut pas vraiment être très optimiste. On attend, on est dans l'attente, dans l'espoir. Cependant, moi, je vous dirais qu'au niveau fédéral, et je précise, au niveau fédéral, le fédéral, il a justement sorti de l'argent. Il a mis 45 millions justement pour lutter contre le racisme, contre la discrimination systémique. Il y a déjà 15 millions qui sont déjà sortis. Il y a plusieurs, justement, ce sont des organismes qui ont bénéficié de ça. Ils ont fait leur propre projet contre la lutte contre le racisme et la discrimination systémique et ils ont obtenu une somme d'argent. Donc, le fédéral a agi. Au niveau provincial, je vous dirais, et là, je donne un exemple comme ça, au niveau de l'Ontario, ils ont déjà un plan, c'est-à-dire une stratégie de lutte contre le racisme qui est fait par rapport aux Noirs et ils ont engagé une somme de 47 millions de dollars. Et je vous dirais que pour la correspondance au niveau provincial, c'est-à-dire au Québec, oui, on a annoncé, c'est-à-dire le gouvernement du Québec a annoncé une série de 25 mesures pour lutter justement contre le racisme, mais il ne reconnaît pas le racisme systémique, il ne reconnaît pas la discrimination systémique. Est-ce que ça va avoir une incidence? Plusieurs experts disent que oui, mais de toute manière, on n'a pas, dans le cas du Québec, on n'a pas de chiffres sur la table. On a juste des annonces, mais on ne sait pas combien d'argent qui va être mis sur la table pour lutter contre le racisme. Mais vous avez parlé beaucoup de l'argent, mais c'est pas assez. Et il y a une volonté politique qui manque au niveau provincial. Il y a 25 recommandations, mais la majorité, elle touche plus la sensibilisation et l'éducation. Oui, je comprends, mais ce que je veux vous dire, c'est que les recommandations en question, là, si il n'y a pas d'argent derrière, ben écoutez, ça va rester lettre morte. Il faut qu'il y ait une implication, il faut qu'il y ait une volonté, il faut qu'il y ait un plan sérieux. Donc, on peut pas s'avancer comme ça à l'aveugle puis dire comme quoi que tout est beau, là. Pour vous donner un exemple, je vais vous donner un exemple, là. Écoutez, suite justement il y a eu des rapports qui ont été faits au cours des années antérieures concernant justement la discrimination raciale, concernant les interpellations policières. Il y a eu un rapport qui a été fait, qui avait été commandé par le SPVM. Par la suite, ça a donné lieu justement à une nouvelle politique d'interpellation policière. La politique, elle est totalement floue, ça n'a pas donné de résultat. Il y a eu le 3 juin 2020, il y a eu un rapport de l'office municipal le rapport de l'office de consultation municipale a publié un rapport dévastateur contre la ville de Montréal et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été obligés, ils ont nommé une commissaire contre le racisme. Mais jusqu'à présent, elle n'a pas vraiment été dans l'action, elle n'a pas été sous le feu, on n'a pas entendu grand-chose. Oui, mais M. Bazin, il vient de commencer. La personne, il vient de commencer. Oui, c'est ça, j'ai dit, on peut espérer. Vous m'avez comme coupé. On peut espérer. Présentement, on est en attente. On ne sait pas qu'est-ce qui va justement se passer. Ça fait déjà parce que regardez, je donne un exemple dans l'histoire de M. Kamadi Camara, quand il a été justement interpellé, il a été arrêté, il a passé 6 jours en prison. On n'a pas entendu cette commissaire-là se prononcer, dire quoi que ce soit. Ça a été le silence total. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais toujours est-il, c'est pas un reproche que je lui fais, on ne sait pas. Peut-être qu'elle s'occupe de d'autres dossiers, mais c'est ça la situation. Okay. On espère que dans l'avenir, elle va justement se montrer beaucoup plus présente, beaucoup plus active. Je veux juste rappeler peut-être, c'est que la personne recrutée, elle est là pour voir comment elle peut favoriser et lutter contre le racisme à l'intérieur de l'administration de la ville de Montréal. Peut-être loin de l'appareil politique, qu'est-ce que vous recommandez aux communautés et aux citoyens de mettre en œuvre dans leur pratique quotidiennement qui pourrait contribuer à la sensibilisation et la prévention du racisme? Écoutez, moi, ce
que je dirais, au niveau quotidien, je vous dirais que il devrait faire en sorte de discuter ouvertement et de faire en sorte qu'il y ait un dialogue. C'est beau, on peut faire des accusations, mais on ne doit pas toujours faire des accusations puis toujours partir au quart de cour et se dire, bon, ben, telle personne, elle pense telle chose. On doit se fier aux faits, au comportement de la personne ou des personnes qu'on a vis-à-vis. Donc, quand la Ligue des Noirs fait justement des commentaires, elle le fait à partir de faits précis. Elle dit pas que X a fait telle chose alors que la personne n'a pas fait telle chose. Pour vous donner un exemple, là, les tribunaux du Québec, suite justement aux multiples rapports qui sont sortis et suite aux interventions de la Ligue des Noirs du Québec, écoutez, là, ils ont commencé directement, là, présentement, ils obligent les policiers, à chaque fois qu'il y a un cas de profilage racial, si vous regardez bien, là, dans les jugements, ils commencent à obliger la police à suivre des cours et en plus à recueillir des données sur la race, chose que la police refusait systématiquement de faire depuis des années, là. Maintenant, là, la tendance, c'est ça, il y a un jugement et ça apparaît dans le cadre du jugement. Donc, la ville va devoir justement se plier par rapport à ça. Donc, il y a eu un jugement contre la ville de Gatineau qui a condamné cette ville-là à payer 18 000 $. Il y a eu un autre jugement qui a condamné la ville de Longueuil à payer 12 000 $. Donc, c'est un exemple que je vous donne. Là. OK. Peut-être une dernière question. Comment la Ligue va célébrer le mois de l'histoire des Noirs? Avez-vous des activités dans ce sens? Effectivement, on a une activité Zoom. On reçoit des officiels du gouvernement et justement du monde municipal et on essaie justement de faire en sorte de changer les choses. On va écouter ce qu'ils ont à nous dire et comme je vous ai dit, les mots sont là, c'est-à-dire les discours sont là, mais au-delà des mots, au-delà des discours, il faut des actions concrètes. Donc, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il allait faire des mesures concrètes immédiates avec ces 25 mesures. On ne sait pas encore qu'est-ce que ça va donner. On peut espérer qu'il y aura effectivement un changement. Moi, j'espère que ça va être le cas. OK. Max Stanley Bazin, président de la Ligue des Noirs du Québec. Merci, au plaisir. Parfait. Merci, bye-bye. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroun, en direct du 102.3 FM. Après le Parti libéral, Québec solidaire, j'ai le plaisir de recevoir M. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef de Parti québécois, pour nous présenter ce commentaire sur la nouvelle session parlementaire et puis aussi ses actions depuis qu'il a pris la tête de Parti québécois. M. Plamondon, bon matin. Oui, bonjour. Alors, une nouvelle session parlementaire, toujours dans un contexte de pandémie. Quels sont les dossiers prioritaires pour le Parti québécois? Bien, évidemment, la pandémie prend énormément d'espace. Donc, il y a des questions qu'on doit poser, notamment lorsque les instructions ou les opinions de la santé publique ne sont pas claires. Par exemple, en ce moment, on connaît toujours pas c'est quoi les critères pour les zones de couleur. On a de la difficulté à comprendre comment un sport peut être pratiqué, mais pas l'autre. Il y a aussi toutes les interventions qu'on fait pour défendre des groupes de la population qui sont un peu oubliés dans le cadre de la gestion de la pandémie. On parle par exemple de la santé mentale des jeunes, de la santé physique de la population, les restaurateurs, les entrepreneurs qui ont besoin d'aide. Bref, c'est sûr que la pandémie prend énormément d'espace en ce moment. On a nos thématiques qui nous tiennent à cœur au Parti québécois, qu'on surveille de près. Donc, il y a la langue française notamment. Aujourd'hui, on parle de liberté d'expression dans les universités. Donc, ça fait plusieurs mois qu'on demande au gouvernement de se pencher là-dessus. Il y a certains enjeux aussi dans les relations avec le fédéral qu'on souligne souvent parce que le Québec n'ayant pas le pouvoir dans plusieurs domaines, ça pose problème pour la gestion de la pandémie. Puis le dernier élément qui s'est invité malgré nous dans la prochaine session, c'est l'éthique puis la transparence de la part du gouvernement. Juste hier, on apprenait qu'au ministère du Transport, non seulement la CAQ a retiré les enquêteurs pour prévenir la corruption, mais il y a des fonctionnaires qui commencent à parler, à sonner l'alarme en disant il y a des pressions politiques, il y a de l'ingérence politique au ministère des Transports. Donc, c'est très sérieux. Il y a également la révélation de 3,8 milliards de dollars
en contrat de gré à gré que le gouvernement a donné un peu partout dans le monde à des compagnies qui n'ont même pas l'expertise pour faire de l'équipement médical. Ça soulève des questions très sérieuses d'éthique puis de transparence. Donc ça, c'était pas dans notre plan de match. Mais plus on apprend des choses sur la manière dont le gouvernement procède, mais plus on n'a pas le choix de poser des questions là-dessus également. Vous êtes chef du Parti québécois depuis le 9 octobre 2020. Vous avez hérité un parti qui est un peu, qui était en difficulté, qui a essuyé les pires résultats électoraux de son histoire dans les deux derniers scrutins. Où vous êtes rendu dans la reconstruction de votre formation politique? Il y a plusieurs choses qu'on a déjà réussi en peu de temps. Notamment, on a attiré tout ça en neuf, donc dans le personnel, tant à l'Assemblée nationale qu'au parti. Il y a toute une nouvelle vague, une nouvelle génération là, de gens qui se sont joints à notre équipe. On voit également un changement de cap très, très marqué au niveau de notre financement. Donc, on excède de beaucoup à chaque mois la quantité d'argent qui est amassée. Et on parle beaucoup d'avenir, c'est-à-dire que le Parti québécois, en ce moment, attend avec impatience la fin de la pandémie. Tant que ce sera la pandémie, on va se concentrer sur sortir le Québec puis les Québécois de cette situation-là. Mais une fois qu'elle est terminée, cette pandémie-là, nous, on est prêts à parler d'avenir avec les Québécois. Donc, vous allez voir le Parti québécois montrer beaucoup d'originalité, d'audace dans sa façon de parler de son projet de société, de l'importance de l'indépendance et les avantages qu'on a à décider pour nous-mêmes et à donner aux prochaines générations un projet qui nous ressemble, dans lequel on serait une démocratie normale, comme on peut trouver n'importe où dans le monde. Donc, il y aura dans la reconstruction du Parti québécois, il y aura des moments importants après la pandémie où on rassemblera ceux qui sont d'accord avec notre idée maîtresse, à savoir que on est en politique, nous, pour que le Québec devienne un pays, et on va poser des gestes en conséquence. Effectivement, dans ce cadre-là, pour battre la CAQ en 2022, vous avez déclaré aux médias que vous misez beaucoup sur une authenticité assumée. Est-ce qu'il s'agit seulement de l'indépendance comme un enjeu clé? Non, je pense que l'indépendance est un enjeu clé, mais lorsqu'on parle d'authenticité, ça dépasse ça. C'est le fait, comme je vous dis, il y a vraiment plusieurs signaux comme quoi la CAQ a des enjeux de transparence et d'éthique. Il y a eu le cas du ministre Fitzgibbon qui refuse de se conformer à l'ordonnance de la commissaire à l'éthique après qu'elle ait déclaré qu'il était en conflit d'intérêts. Des cocktails à $100, où est-ce qu'on demande pour avoir accès au ministre de payer $100 dans les cocktails Zoom. Là, on est pris avec des milliards de dollars de contrats, puis c'est complètement inexplicable, c'est complètement flou. On pose des questions au gouvernement et il nous cache l'information. Je ne ferai pas la liste de toutes les fois où le gouvernement nous cache des choses, mais c'est sûr que au Parti québécois, ce qu'on a, ce sont des gens qui sont là pour la cause. La raison de leur engagement, c'est la mission qu'on s'est donnée de faire du Québec un pays. Ça attire des gens qui sont plus authentiques, plus spontanés, peut-être moins des politiciens professionnels. Et la CAQ nous révèle son vrai visage en ce moment, puis ça soulève, ça réveille des mauvais rêves qu'on a vécus sous les libéraux. Donc ça peut être un facteur de distinction très claire entre le PQ et la CAQ lors des prochaines élections, en effet. Mais miser sur la question de l'indépendance, vous ne pensez pas que ça éloigne un peu le parti de son orientation social-démocrate qui milite pour la justice sociale? Au contraire. Pour moi, non seulement j'ai toujours pensé que la justice sociale était au cœur de notre mission, mais l'indépendance du Québec est la meilleure manière d'y arriver parce qu'on va pouvoir décider par nous-mêmes. Au lieu de quémander au fédéral, de voir le fédéral s'ingérer, dépenser en double. Donc, on va avoir plus de moyens. Et je pense qu'il n'y a absolument rien qui nous empêche, comme on l'a fait, par exemple, avec les itinérants. On a parrainé une pétition, on a été très vocal sur le fait qu'on pouvait vaincre l'itinérance si on décidait d'investir là-dedans. Tu sais, on dépense quelques millions de dollars dans la lutte à l'itinérance. Et on vient de dépenser 3,8 milliards de dollars dans des contrats bidons, des centres d'appel au Mexique qui rassent des contrats pour faire de l'équipement de protection médicale. Donc, il y a des choix à faire, puis moi, je n'ai pas hésité à date à être très, très vocal sur l'équité,
sur le fait que ça prend de la justice et le Parti québécois va continuer à faire ça. Le Québec, comme vous l'avez dit, vit une situation d'urgence, celle de la pandémie, le système de la santé, l'économie, la culture et bien d'autres secteurs affectés par cette crise sanitaire. Pensez-vous que c'est vraiment pertinent d'insister maintenant sur des sujets comme la monarchie, l'expansion du Collège Dawson, par exemple? Il ne faut pas que la pandémie devienne l'excuse pour que le gouvernement renie toutes ses promesses puis fasse des choses préjudiciables à l'intérêt public. Donc, oui, il faut s'occuper de la pandémie. Puis, vous avez vu le Parti québécois s'en occuper, proposer, être actif. Mais on demeure vigilant sur le reste. Donc, la monarchie, là, c'est que Julie Payette, cet épisode-là nous rappelle celui de Lise Thibault. Puis, une très, très forte proportion des Québécois, le 3/4 des Québécois veulent se débarrasser de ça. C'était dans le programme de la CAQ. Donc, on a déposé une motion pour qu'on se mette au moins d'accord à l'Assemblée nationale sur le fait qu'on ne veut plus de ça. Ça n'a pas pris de temps, c'était pas onéreux pour personne, mais la CAQ a trouvé le moyen de voter pour le maintien de la monarchie contre son propre programme électoral. Donc, c'est très troublant. Même chose là, sur d'autres sujets comme Dawson. Pourquoi Dawson fait partie des projets accélérés d'urgence par le gouvernement dans le PL 61? C'est pas nous qui avons inventé cet enjeu-là, c'est le gouvernement qui, pendant la pandémie, pose des gestes sur d'autres sujets que la pandémie pour des raisons qu'on s'explique pas. Puis évidemment, à ce moment-là, notre travail, c'est de mettre en lumière que ce qui se passe est complètement incohérent avec leur discours, puis pose problème au niveau de la pérennité de la langue française. Vous avez déclaré que vous êtes ouvert à des solutions qui garderont les proportions entre l'anglais et le français dans la région de Montréal. À quoi ressembleraient ces solutions? C'est tout simplement, là, ce qu'on a, suivant ce que Statistique Canada nous dit, c'est une chute de plusieurs points de pourcentage dans l'utilisation du français au cours des prochaines années. Donc, comment est-ce qu'on peut rétablir un équilibre? L'une des solutions, c'est d'encourager le français comme langue de l'enseignement, comme langue du travail, prendre des mesures de renforcement de la loi 101, notamment la loi 101 pourrait s'appliquer aux entreprises à charte fédérale si le fédéral en décidait ainsi. C'était la position de la CAQ d'ailleurs qui s'est fait dire non par le fédéral. Donc il y a plusieurs mesures qu'on peut prendre. Encourager l'immigration francophone, donc demander à ce que le français soit maîtrisé au niveau de l'immigration, parce qu'en ce moment, les données nous disent que peu de gens ne maîtrisant pas le français à l'arrivée, peu d'entre eux prennent le cours et la majorité ensuite coule ou ne finissent pas le cours de français. Donc, il y a toutes sortes de réflexions qu'on peut avoir. Et il ne faut pas voir ça comme des guerres, ou il ne faut pas voir ça comme quelque chose de négatif. C'est normal que dans une société, lorsque les proportions changent, surtout lorsque le Québec représente seulement 2% de francophones dans une Amérique du Nord qui est entièrement anglophone. C'est normal qu'on se pose des questions. J'ai posé des questions notamment sur ce qu'on pourrait faire au niveau de l'impérialisme culturel américain. Netflix, YouTube, tout fait en sorte que maintenant, la consommation culturelle se fait beaucoup plus en anglais qu'auparavant. Mais qu'est-ce qu'on fait pour encourager la création en français au Québec? Toutes des questions qu'on doit avoir. C'est normal, faut pas craindre ces discussions-là. Et jamais, je l'ai répété par rapport à Dawson, les anglophones pourront toujours continuer leur cursus en anglais. La question, c'est est-ce que l'État québécois devrait financer l'anglicisation des francophones et des allophones? Ça, c'est une bonne question qu'on doit se poser à la lumière des statistiques qu'on a. Une dernière question. Vous avez déclaré que vous n'adhérez pas à la notion de racisme systémique et que vous aimez plus utiliser les termes racisme institutionnel. Au-delà des chicanes des mots, quelle est la solution pour lutter concrètement contre le racisme? Il y a plusieurs mesures qu'on peut prendre. Là, notamment, moi, durant la course, j'avais présenté un plan complet de lutte contre le racisme. C'est important de s'entendre sur l'égalité de nos citoyens devant la loi, indépendamment de nos différences. Et s'il y a des injustices, il faut trouver des façons de pallier à ces injustices-là. Là, il y a eu un autre débat des mots parce que c'est pas juste racisme systémique, là, c'est privilège blanc, fragilité blanche, plein de théories qui viennent des facultés de sociologie aux États-Unis, qui nous amènent vers peu de solutions. Donc, moi, j'ai mis de l'avant une dizaine de solutions, des mesures qu'on pourrait essayer. Par exemple, je pense qu'il devrait y avoir des caméras sur les policiers pour que si jamais
il y a du profilage ou des interventions inappropriées, mais qu'on ait tout de suite la preuve et qu'il n'y ait pas de difficulté à trouver la vérité sur ce qui s'est passé. On doit protéger la population autant que les policiers. On peut prendre des mesures pour décourager n'importe quelle forme de discrimination dans la recherche d'un logement, au niveau de la recherche d'emploi. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais vous remarquerez qu'on débat de trucs comme pour ou contre le racisme systémique, mais pendant ce temps-là, depuis des années, il ne se passe pas grand-chose de concret. Donc, ça fait des années que le Parti québécois dit, mais pourquoi on ne fait pas des mesures concrètes pour être sûr d'être dans une société juste, équitable, où est-ce qu'on est égaux devant la loi? Puis c'est la seule façon qu'on va être heureux. Si on prend le chemin des États-Unis, puis on tolère une société inégalitaire, injuste, où la loi s'applique différemment dépendamment de soit notre couleur de peau ou le quartier duquel on provient, on ne sera jamais heureux, puis on aura abandonné notre projet au Québec d'être une société distincte, une société où il y a moins de criminalité, plus d'égalité puis de fraternité. Il ne faut pas abandonner ce projet-là. Puis moi, j'ai déjà tout ça dans mes engagements, puis j'aurai l'occasion d'en reparler à plusieurs reprises. Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, merci, au plaisir. Merci infiniment. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroum, en direct du 102.3 FM. Émission, merci de votre écoute. Merci à toute l'équipe de l'émission. Merci à René D à la régie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au plaisir.